Le compte à rebours est lancé. La mobilisation massive doit se poursuivre d'ici le 20 juillet. Mettez TVL hors de danger. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, 2 sujets. Et puis, on a un peu changé la formule coup de gueule, coup de cœur. On va avoir l'événement le plus important. Et puis, le deuxième, ce sera des recommandations de lecture ou culturelles. Voilà. Alors, les invités. Les invités, c'est Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Laurent. Bonjour Franck. Jacques Georges, bonjour Jacques. Bonjour à tous. C'est précipité parce qu'on a eu un désistement et oui. Guylain Benessa, qui n'a pas pu être là, je suis de tout cœur avec vous. Je vais avoir du mal à le remplacer, mais je vais essayer. Absolument, merci pour cette modestie. Claude Janvier, bonjour. Bonjour. Et François Martin. Bonjour, je promets de te ménager parce que tu pars en vacances ce soir, tu m'as dit, donc je veux pas que tu partes avec un coup sur la tête. François, aucune faveur parce que je n'en fais pas. C'est très dur. Allez, les 2 sujets, c'est l'intervention de Thierry Burkhardt, le CEMA, le chef d'état-major des armées, et juste 2 jours après, du président de la République sur les budgets de l'armée et surtout sur les menaces qui pèsent sur la France et sur l'Europe. Premier sujet, donc on va être dans du sérieux, du lourd, et puis du à 20 ans. Et puis autrement, deuxième sujet, c'est une petite tendance qui est en train de monter, qui s'appelle la tendance No Kids, c'est-à-dire pas d'enfants dans des lieux publics. On va revenir là-dessus, on va développer. Vous allez voir que c'est urticant. Et tu voulais faire un autre sujet sur les seins nus sur les plages, et je regrette beaucoup que tu l'aies pas choisi. Oui, alors, ok, alors... C'était un meilleur sujet, c'est vrai. Ok, alors écoutez, vous allez rentrer dans les cuisines de l'émission. C'est que je voulais faire une dernière émission extrêmement légère, et j'avais d'un côté No Kids, et puis de l'autre, les seins nus sur les plages. Est-ce que c'est toujours une bonne idée? Et puis, j'ai quand même considéré... Ça pour la rentrée. Oui, je ne sais pas si on fera ça pour la rentrée, mais globalement, j'ai choisi de nous recentrer sur le discours du président de la République et du CEMA, parce qu'il me semble que c'est quand même bien grave ce qui se passe. Voilà, allez, rendez-vous dans quelques secondes pour la suite de l'émission. Enfin, plutôt le début. Alors, premier sujet, le 13 au soir, le président de la République a fait son adresse habituelle aux armées. Mais adresse que j'ai trouvée plus grave que d'habitude, le ton. Également, les perspectives tracées m'ont semblé bien plus sérieuses, avec du fond, inquiétantes, pour tout dire. Sachant que le terrain avait été préparé par le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, qui, dans une intervention le 11 au soir, ou le 11 dans la journée, lui aussi avait fait un point sur les menaces au sens très large. Je crois qu'il a abordé 11 points sur ce qui menaçait la France dans les années qui viennent. Donc voilà, on est au cœur du sujet, l'augmentation des budgets demandés par le président de la République en présence du Premier ministre qui a déjà 40 milliards à trouver, il devait être content. Et puis surtout, ce qu'il dit ou ce qu'ils disent, ces 2 hommes, sur la situation future. Laurent Arthur Duplessis. Effectivement, le chef d'état-major général embraye sur les déclarations de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. C'est vraiment, effectivement, battre le rappel face à la future guerre avec la Russie. C'est ainsi que c'est présenté. Or, qui dit la future guerre avec la Russie, dit la Troisième Guerre mondiale.
C'est ça dont il parle en réalité. C'est en fait ça. D'ailleurs, le terme surgit de plus en plus, Troisième Guerre mondiale. Alors, effectivement, moi j'avais écrit en 2002 un livre, La Troisième Guerre mondiale a commencé. C'est fort. Qui à l'époque était à rebours complètement de l'ambiance intellectuelle, qui était celle de la fin de l'histoire de l'auteur américain dont le nom m'échappe là. Enfin, bien connu, et effectivement, on y arrive, parce que c'est le retour des conflits interétatiques. Alors, effectivement, le problème... C'est Fukuyama, le nom. Fukuyama. Et le problème est que les États européens en général, et la France en particulier, n'ont pas rempli le rôle diplomatique qui leur était assigné par leur position géographique, leur importance économique et leur histoire, c'eût été de jouer un rôle d'intercesseur entre cette puissance américaine intrusive et la Russie. Laurent, oui, mais ça c'est dans le passé. Oui. Maintenant, on est clairement face à une menace qui est désignée et qui d'ailleurs en plus s'auto-désigne, puisqu'elle dit la France est la puissance qui s'oppose à la Russie et celle que nous devons combattre. C'est ce que dit Poutine lui-même. Et c'est ce qu'il dit, et effectivement, à force de le provoquer, il commence à s'énerver. Déjà, il s'est énervé avec l'Ukraine. La France est véritablement dans le collimateur, effectivement, russe, puisque la France mord les mollets des Russes, déjà depuis un moment, en se faisant le relais servile d'une politique américaine intrusive par les révolutions oranges à l'Est, par l'extension forcenée de l'OTAN après 1993 et la chute du pacte de Varsovie. L'OTAN aurait dû se dissoudre. Au lieu de ça, il s'est étendu à l'Est. Donc, dès cette époque, l'OTAN désignait la Russie comme ennemie. Et cela, malgré la présence au pouvoir du brave Helsinki, qui était occidentalophile. Et ce qui a créé le premier divorce irréparable, c'est le bombardement de la Serbie par l'OTAN en 1999. Ça a tout d'un coup introduit un fluide glacial chez les Russes. Parce que les Russes, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Ils ont pensé que si l'OTAN était capable d'intervenir en Serbie, elle serait capable demain d'intervenir en Russie. Oui, et puis les Russes ont pensé que l'OTAN devenait d'une organisation défensive qui était son rôle face au pacte de Varsovie et à l'Union soviétique, elle était devenue une organisation offensive. On va faire le tour de... on fait le tour, hein. Alors, sur les bombardements de l'OTAN en Serbie, moi j'étais presque aux premières loges parce qu'à ce moment-là j'étais au ministère des Finances du Monténégro, qui est une province sécessionniste de la Serbie. Donc je l'ai vécu ça presque. Bref, ça c'est. Moi je voulais sur l'intervention du président de la République et de Burkhardt sur les menaces parce qu'ils les ont quand même listées ces menaces. Est-ce qu'elles sont imaginaires? Est-ce qu'ils sont alarmistes? Moi, je ne crois pas du tout à la menace russe. Je pense qu'elle n'a ni la volonté, malgré ce qui se passe en Ukraine, ni les moyens, malgré les provocations, malgré tout ce qu'on veut. Je pense que j'ai confiance en la sagesse de Poutine. Heureusement. Qu'il y a Poutine et pas un autre, et par exemple un Macron russe. Ça serait grave, à mon avis. Et je voudrais reprendre juste une citation, j'aurais voulu la citer déjà au début, mais je vais la citer, de Machiavel, je viens juste de la prendre ici. Qui déclenche une guerre pour éviter des troubles internes, finit toujours par accélérer sa propre perte. Voilà, ça c'est du Machiavel, ça s'applique en plein, on est en plein dans le sujet. Hein, c'est-à-dire que pour résoudre les problèmes non résolus, il n'y a rien de tel que de foutre la trouille et de créer une ambiance de guerre pour ressouder, soi-disant, l'unité de la nation. Autrement dit, alors je rephrase, parce qu'on pourrait se dire peut-être que cette maxime de cette citation de Machiavel s'applique à la Russie, où la situation étant difficile. Non, mais vous pensez qu'elle s'applique à l'Europe, et à la France particulièrement. Et surtout à la France, la France est quand même aujourd'hui, objectivement, si j'avais le temps, je développerais parce que les chiffres, je les ai à peu près en tête, les chiffres économiques, financiers. Et nous sommes effectivement, du point de vue financier, du point de vue économique, du point de vue échange extérieur, nous sommes le plus mauvais élève de la zone euro. Et je dois dire, franchement, ça fait des mois et mais presque des années
donné que j'essaie de voir comment ça peut se passer et je ne vois pas comment on peut s'en tirer. Je ne pense pas, on est en train de pleurer pour obtenir 40 milliards alors qu'il en faut 200. Voilà, alors donc je trouve que c'est une cause désespérée et je pense que si j'étais à la place de Macron, je ferais probablement la même chose, c'est-à-dire je ferais une fuite vers la guerre. Ok, alors, qui de vous deux veut prendre la suite? Parce que moi, je suis quand même intéressé, parce que quand on a préparé l'émission, je pense à vous, François Martin, vous avez dit que vous trouviez que l'intervention la plus intéressante, c'était celle du SEMA. Plus intéressante que celle du président de la République. Oui, pourquoi vous avez dit ça? Alors, d'abord, je veux dire que on ne trouvera nulle part dans les déclarations de Poutine le fait qu'il désigne la France comme son ennemi. Oui. Burkhardt l'a inventé, et ceux qui le disent l'ont inventé, mais c'est faux. C'est simplement faux. Ah bon? Tu ne la trouveras nulle part. Et je le sais d'autant plus que des grands spécialistes de Poutine qui lisent tous ses discours depuis 30 ans, Xavier Moreau et d'autres, ont affirmé qu'elle n'existait nulle part. Donc c'est pas vrai. C'est simplement faux. Et c'est étonnant parce que ceux qui disent le contraire en amènent les preuves. Oui, ils les citent. Voilà. Alors, ça, c'est le premier point, mais il est important. Mais ce que je veux dire surtout... C'est-à-dire que le SEMA, devant la nation et devant le monde entier, parce que la France est une des puissances, affirme, au risque d'être démenti par le premier journaliste venu qui fait une recherche sur Internet. Et... Tout à fait. Je suis très étonné de ce que vous dites, François. Il y a des précédents, la guerre de 70, c'était ça déjà. Hein. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que entre les deux déclarations, celle du SEMA et celle du président de la République, celle du SEMA me semble beaucoup plus importante et beaucoup plus grave. Parce que le chef d'état-major des armées est celui qui met les armées au service du président de la République, du gouvernement et de l'État pour faire leur politique. Son seul chef, c'est le président de la République, au SEMA. Mais ce n'est pas son rôle, à mon avis, du tout, que celui de prendre une position à partir d'une analyse géopolitique en désignant l'ennemi. C'est le rôle des politiques de faire ça. Imagine que demain, le président de la République soit remplacé par quelqu'un d'autre qui a une autre politique très différente et qui dise « la Russie n'est pas notre ennemi ». Toute l'armée a été engagée par un chef d'état-major précédent qui a dit « la Russie nous a désignés comme ennemis ». C'est gravissime. Mais pour autant, il dit la même chose que le président de la République. Mais ce n'est pas son rôle. D'accord. Il est la grande muette. Il est au service, il est un instrument au service d'une politique. Alors, il se trouve que je le connais personnellement. Okay. J'ai déjà rencontré, j'ai discuté avec lui. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui, je dirais, au service du pouvoir qui n'a pas une intelligence hors du commun, ni un caractère hors du commun, je dirais. Ah bon? Parce que pour arriver à son niveau, il faut avoir écrémé énormément de concurrents et même être monté. Son poste précédent, c'était général de l'armée de terre. Avoir écrémé ou avoir, au contraire, bien ciré. Voilà, bien ciré. Voilà. On a eu... Ça s'est produit déjà dans l'histoire. Hein. Bon, je ne veux pas citer de nom. Ok, donc vous pensez qu'il n'est pas au niveau de son job? Non, je pense qu'il est parfaitement au niveau de son job dans la vision qui est celle aujourd'hui du chef d'état-major des armées par le président de la République. Mais ce n'est pas son rôle que de faire la première partie du spectacle du président de la République. S'il y a quelqu'un qui doit désigner l'ennemi, c'est le président de la République. Et lui aurait dû refuser de faire cette déclaration en disant « Monsieur le Président, je suis à votre service. Si vous voulez désigner l'ennemi, vous le faites et moi, je vous amène les instruments du combat, mais pour le reste, ce n'est pas mon affaire. » La politique, c'est la fin. Les militaires, c'est les moyens. Voilà. Ouais. Donc, sachant je trouve que c'est extrêmement grave parce que ça implique de la part du pouvoir une volonté de politisation de l'armée. Et pour autant, les priorités que le SEMA a dégagées, elles vous semblent justes, dans le bon ordre? Elles me semblent absolument complètement décalées et, je dirais, stupides. Alors, quels sont les ennemis de la France? Parce qu'en gros, lui, il a dit, premier ennemi, la Russie, deuxième, le terrorisme, et puis la cybercriminalité. On va la faire très schématique. La France a un ennemi, un seul, c'est elle-même, parce qu'elle n'est pas au niveau. Aujourd'hui, quel que soit l'ennemi, que ce soit la Russie ou demain l'Ukraine ou l'Allemagne ou bien l'Espagne ou n'importe qui, nous n'avons pas les instruments de la puissance que cette guerre nous a montrés. Est-ce qu'on a les meilleurs drones du monde? Non.
Est-ce on n'a pas besoin de chars, puisque notre système, c'est la dissuasion. Ça consiste à dire, si vous mettez la moitié d'une botte chez nous, on vous vitrifie. C'est ça notre système. Je simplifie. Ce qui tient plus debout du tout. Notre but, on avait une armée qui consiste à aller faire du soutien, je dirais, ou du remplacement de la diplomatie dans les pays avec un système d'OPEX, c'est-à-dire d'opérations extérieures. Opérations extérieures. Et ça, on le faisait bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller construire une armée pour aller nous battre en Ukraine contre la meilleure armée du monde qui va nous vitrifier en l'espace de 2 semaines? C'est pas notre projet. Par contre, on maîtrise pas la balistique, on maîtrise pas l'hypersonique. Est-ce qu'on a la meilleure dissuasion du monde aujourd'hui? On n'a pas l'hypersonique. Mais est-ce que c'est pas ça le sujet? Est-ce que finalement la guerre en Ukraine a pas révélé que la guerre avait totalement changé, qu'il fallait s'adapter? Je vais finir. Ça, ce sont les instruments de la puissance que effectivement la guerre d'Ukraine a révélé, mais ce dont nous avons besoin pour solidifier notre système à nous et notre dissuasion contre quelque ennemi que ce soit. Enfin, sauf que l'ennemi espagnol, italien ou allemand est très improbable, François. Pour le moment, s'il y a un belligérant, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine, quelles que soient les raisons pour lesquelles. C'est le terrorisme qui continue à bombarder les bateaux qui essayent de rentrer dans le canal de Suez. C'est la cybercriminalité qui va attaquer les hôpitaux, les écoles. C'est ça, nos ennemis, indéniablement, non? Je voudrais attirer l'attention... On n'est pas au niveau, voilà, c'est ça. Je voudrais attirer l'attention... Attendez, juste Claude Janvier n'est pas intervenu. Claude. Je pense qu'il faut recadrer un peu les déclarations de Burkhardt, déjà, du général Burkhardt, et d'Emmanuel Macron. Général Burkhardt, quand même, le 2 avril 2025, c'est récent, a envoyé une lettre aux officiers généraux de l'armée française, et cette lettre, je l'ai. Les points intéressants. Menace durable posée par la Russie. Je le cite, menace qui pèse sur le continent, poursuite du soutien à l'Ukraine, soutien dans la durée qui doit faciliter la reconstruction d'une armée ukrainienne forte. Ça, c'est aux officiers généraux. Ça, c'est aux Donc, il y a quelques semaines. Avril. Même date, Emmanuel Macron, comme par hasard, augmente la solde des généraux. D'accord. Oui, il l'a dit dans son discours. Tout à fait. C'était très important de payer. En juillet, conférence de presse de Burkhardt. Il en rajoute encore une couche. La Russie a tous les attributs d'un État totalitaire. Bon, là, point d'interrogation. J'estime que la Russie se positionne plus... C'est indéniable, non? Non, pas du tout. Bien entendu, pas du tout. J'estime que la Russie... C'est pas une démocratie? Pourquoi c'est pas une démocratie? Et alors, dit ça tous ceux qui constatent qu'il n'y a pas d'élection libre là-bas et que... Où il n'y a pas une élection libre? Il y a 88% de participation. Non, mais 88%. Moi, je veux bien qu'on fasse un débat sur la démocratie en Russie, mais est-ce que les opposants, ils tombent des immeubles? Ou est-ce qu'on a vu ça en France? Non, mais est-ce que la Russie a déclaré... Est-ce que la Russie a déjà déclaré la guerre à la France? Jamais. Est-ce que la Russie a envahi non plus? Ils sont pas pendus dans leur maison. Et la Chine non plus. Donc le premier ennemi aujourd'hui, c'est certainement pas la Fédération de Russie. En plus, alors je continue sur Burkhardt. Il accuse les Russes. Là, dans sa conférence de presse, de l'affaire des cercueils devant la Tour Eiffel, de l'affaire des punaises de lit pendant les JO. C'est lui qui l'a dit. Non, mais on croit rêver. Des croix, des étoiles de David bleues. Parce qu'en fait, ce que l'on découvre... Ça devient du grand n'importe quoi. C'est que c'est fait en fait par des proxys qui sont employés et à chaque fois, la piste remonte vers des gens qui sont proches de la Russie. Soi-disant. Des nations qui sont proches de la Russie. Soi-disant, il n'y a rien de prouvé. Emmanuel Macron, en plus, annonce de faire un effort budgétaire. Alors, je passe à Emmanuel Macron, qui va porter à 64 milliards d'euros de dépenses pour la défense. Il a doublé, en gros, les dépenses. Mais ça a doublé en 10 ans. Et un extrait de sa déclaration. Et ça va dans le sens du président Macron. Martin. L'armée n'est pas à la hauteur. Ça tombe bien parce qu'on a trop d'argent. On ne savait pas où investir. Le problème de la déclaration aussi d'Emmanuel Macron, c'est que je vais qualifier de lunaire d'ailleurs, c'est que je le cite, tous les acteurs de la société doivent intégrer l'ampleur de la menace et la nécessité d'un réarmement général. Cela vaut pour les entreprises, les sociétés de transport, les hôpitaux qui doivent se réarmer face au risque de cyberattaque. Mais on croit rêver. Il n'y a pas un budget. Pourquoi on croit rêver? On croit rêver. Il n'y a rien qui va aider. Vous ne craignez pas, vous, demain, d'avoir tous vos mails, tous vos comptes? Non, absolument pas. En revanche, ce que j'aimerais... Vous apparaissez dans les médias. Déjà le cas, mais ce n'est pas les Russes. Je craindrais davantage les USA que la Russie. Moi aussi. Et je crains fort que, au lieu
de ne plus envoyer de fonds dans notre secteur de santé publique, qui quand même les hôpitaux de la santé publique sont à la ramasse aujourd'hui au niveau budget. On va mettre tout un paquet de milliards d'euros pour fabriquer des bombes et des avions, mais c'est une honte, honte. Je suis désolé. Je veux simplement répondre une phrase par rapport à la Russie, si je veux bien. Et le fait que c'est la preuve que la Russie n'est pas une menace, c'est que cette guerre dure depuis 3 ans. Oui. Aussi bien le général de Laward avant sa mort que Jean-Bernard Pinatel dans un tweet que j'ai lu ce matin ont confirmé que notre loi de programmation militaire n'a pas rajouté 1 centime depuis 3 ans pour compléter notre dispositif militaire. Ça veut bien dire qu'on ne considère pas la Russie comme une menace depuis 3 ans. Les augmentations de budget qui ont lieu depuis 2017... Si on était sous la menace depuis 3 ans, on aurait augmenté notre budget militaire pour nous... Il a augmenté depuis 2017. On l'a pas fait. Tous les ans, il augmente. Oui, mais on n'a rien... En point de PIB. Par rapport à cette guerre, on n'a rien changé à notre loi de programmation militaire. Ça veut bien dire qu'on n'a pas considéré depuis 3 ans que la Russie est une menace potentielle. Si on le dit maintenant, c'est pour des raisons politiques et pas militaires. C'est pour hystériser la population. Voilà. Laurent, juste une seconde. Moi, et les crédules. Ok. Alors, très bien, les crédules. Alors, je vais prendre ça pour moi et ça me va très bien. Ça me va très bien. Normalement, j'entends de la part de François Martin, la question est bonne mais mal formulée. Là, je vais le dire différemment. Moi, quand j'ai écouté Burkhardt et que j'ai écouté le président de la République, je me suis demandé ce que ces hommes savaient et que moi, je ne savais pas. Ah. Ils savent tirer les pompes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont comme information qui leur permettent de tirer le tocsin, comme ça, de tirer le signal d'alarme et de dire, en gros, parce que Burkhardt, il a dit, la menace russe n'est pas pour tout de suite, mais l'horizon est 2030. Or, on sait, par exemple, qu'il va y avoir une fenêtre pour la Chine pour envahir Taïwan d'ici 2027. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous dire, les enfants, il faut se préparer plutôt que de ne pas être prêts? Mais les Russes comme ça a été le cas pour la France. Je ne sais même pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Est-ce que c'est pas comme De Gaulle qui disait en 1936, on se bat, on se prépare à 14, alors que c'est une autre guerre qui arrive. Mais la fédération de Russie n'a pas besoin d'envahir l'Europe. Ils font tout un commerce avec les BRICS, avec la Chine, avec l'Inde. Ils en ont rien à faire de l'Europe. Mais je veux dire, si Vladimir Poutine en avait alors pourquoi quelque chose à faire, ils sont en Ukraine pour d'autres raisons. Ils sont en Ukraine pour rappeler quand même l'histoire. Parce qu'ils ont été attaqués, c'est tout. Parce que l'Ukraine a pilonné le Donbass depuis 2014. Avec des menaces existentielles, réellement. Je crois qu'il faut modifier l'angle de vision pour... Et le suivant. On est polarisé là sur la France. Mais première chose, il y a un bellicisme en Europe du Nord et en Europe de l'Est, comme du côté États baltes, Pologne, etc. Bien sûr. Et pas seulement en France. Mais c'est ceux qui sont les plus proches. Oui. Et qui ont en plus été envahis par la Russie. Le changement d'ambiance. L'URSS. Deuxième changement d'ambiance. On a dit Trump va quitter l'OTAN, pas du tout. Il quitte pas du tout l'OTAN, Trump. Et au contraire, il dope l'industrie militaire américaine. Il faut suivre Trump quand même, parce que mais là, ça change. Là, il dope l'industrie militaire américaine par des commandes redoublées de la part des pays de l'OTAN qui augmentent leur budget militaire pour surchauffer le complexe militaro-industriel américain. Absolument. F-35. Au détriment de l'industrie de l'armement française, qui est la deuxième ou la troisième plus importante. Troisième chose, malgré la présence de Trump au pouvoir, mais de toute façon, il y a un État profond américain, il est en train de s'en rendre compte, là. Oui. C'était déjà le cas sous Obama et encore plus sous Biden, et ça dure maintenant. Washington essaye d'entraîner les pays d'Europe, et donc, enfin, l'OTAN essaye d'entraîner l'OTAN, qui est une alliance atlantique, comme son nom l'indique, vers l'Indo-Pacifique. Oui. Sous Biden, l'OTAN avait cherché à ouvrir un bureau à Tokyo. On est loin de l'océan Atlantique. Et là, ça continue. Les Américains veulent... Et le Pentagone... Oui, mais c'est pour ça qu'ils devraient vouloir arrêter la guerre contre la Russie, pour cautériser cette plaie-là, pour tourner les forces vers l'Indo-Pacifique. Ce qui va faire Trump. C'est pas le cas. C'était la volonté initiale de Trump. Oui, et ça reste d'ailleurs. Et ça marche pas. Pour le moment. Non, si, je pense que ça marche. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a l'État profond basque, et en tout cas, s'il veut faire ça, c'est parce que tout
l'armée américaine, toutes les écoles militaires américaines, tout le monde ne vit que pour la future guerre avec la Chine. Oui. Vous interrogez un jeune officier américain de West Point ou de l'Académie navale, il vous dira qu'il se prépare pour la guerre avec la Chine. Oui. Et ils ont tort? C'est ce que vous êtes en train de dire? Non. Mais l'Empire américain ne cédera pas sa place de numéro 1 à la Chine et ça, sans utiliser le grand problème. Les 1000 milliards de dollars qu'il met chaque année dans sa défense. On ne met pas 1000 milliards de dollars pour rester l'arme au pied et se laisser passer devant par la Chine. Les Américains... Ça sera le mot de la fin. On va dépasser de 5 minutes. Donc, les Américains ont leur logique qui vient d'être exposée très justement. Mais nous, les Européens, nous sommes les grands cocus de cette histoire. Qu'est-ce que nous foutons dans cette galère? C'est tout. C'est une volonté politique, toujours pareil. OK. Dans quelle galère? Allez-y, développez juste 2 secondes. La guerre en Ukraine, qui n'est pas notre affaire, qui n'est pas notre guerre, dans laquelle les Européens sont perdants dans toutes les hypothèses, et nous les premiers. C'est le piège pour nous. Bien sûr. Oui, sauf que, n'oubliez jamais que les Polonais se sentent très concernés, les Finlandais très concernés. Les premiers qui disent qu'ils mettront jamais un soldat en Ukraine. Ils l'ont dit et ils l'ont répété. Oui, parce qu'ils ne veulent pas être provocants. Ils ont très peur d'avoir la Russie à leur porte. Ils sont les seuls qui ont peut-être des justifications d'une certaine méfiance. Avec les pays baltes et avec la Finlande. Et nous, les Français et les Anglais à côté de nous, les deux plus décadents du monde occidental, comme par hasard, nous sommes les plus bellicistes. Je reviens toujours à mon idée, en fait. La guerre comme moyen de résoudre des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus fondamentaux, non solubles. C'est tout à fait vrai. De toute manière, pour sortir d'une crise, la guerre, c'est un moyen tout à fait efficace. C'est vieux comme le monde. Et c'est vieux comme le monde. Bon, écoutez, j'ai bien conscience que ce sujet, d'abord, qui est inflammable, pourrait durer 1 heure comme celle que l'on a fait la fois précédente sur un seul sujet. Mais je voudrais quand même passer vers un petit peu de légèreté, mais c'est une fausse légèreté. Allez, sujet numéro 2, la tendance No Kids. Alors, qu'est-ce que c'est que la tendance No Kids? C'est apparu il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, plus globalement par des situations vécues, dans des restaurants, des gens qui disent, écoutez, moi, je ne veux pas venir chez vous s'il y a des enfants à proximité, parce que je ne vais pas être tranquille. Des gens d'autres qui disent, mais dans ce wagon de SNCF, il ne devrait pas y avoir des enfants. Et quand on a des enfants avec soi, ils devraient être dans un wagon spécial, comme il y avait des wagons pour les fumeurs. Voilà, tout ça. Cette tendance, moi, je la trouve intéressante parce que je pense qu'elle parle de notre société. Elle parle peut-être de l'éducation des enfants. Elle parle de nous, notre manière d'accueillir les enfants. Elle parle du désir, parfois, d'avoir des moments de tranquillité. Tout ça. Il y en a un dont l'œil s'est allumé à plusieurs reprises. Oh bah oui. Là... Bon, allez, ok. Ça vous intéresse, non? Ah bah bien sûr. Ça vous intéresse. C'est amusant. C'est seulement amusant ou dans un peu plus que ça? Non, malheureusement, c'est grave aussi. Ça veut dire beaucoup de choses. Dans le temps, il y avait Whites Only. Maintenant, c'est Whites Only. Ça, c'est. Ça, moi, je l'ai vu quand je vrai, aux suis en États-Unis Amérique dans les début des années 60. J'étais très jeune, mais j'ai vu ça, des Whites Only. D'accord. Bon, donc, c'est ça dans la suite. C'est un peu le même état d'esprit qui s'oppose complètement à l'absence à l'interdiction de toute discrimination. C'est justement la raison pour laquelle ce phénomène existe, mais va, à mon avis, rester limité. D'accord. Donc vous lui voyez aucun avenir et si, un avenir de créneau touristique, oui, ça, oui, je crois. Parce que les enfants étant mal élevés, c'est bien connu maintenant, aujourd'hui, les vieux préfèrent vivre sans pollution sonore et autres. Jacques-Georges, profitons de votre grand âge et de votre expérience. Oui, je suis le plus âgé, oui. Ok, vous êtes le plus âgé. C'est un privilège douteux, je vous le dis tout de suite, mais enfin... Non, mais profitons-en. En Afrique, quand on dit le vieux, il y a un immense respect. Oui, en Afrique, oui. Oui. Bon. Remarquez, bon. Non, mais pour le moment, on n'en est pas
old forbidden, verboten, j'ai envie de dire. Mais au contraire, les vieux en Amérique se font des villages fermés. Bien entendu. Ça, bon, ok. Mais est-ce que votre expérience vous dit que les enfants sont de plus en plus mal élevés, ou finalement c'est une blague? Si j'avais le temps, je vous raconterais mon voyage tout à l'heure. Moi, je prends le train. Oui. J'ai vécu ça, des petits enfants. J'ose pas dire qui c'était parce qu'on va m'accuser de mauvaises pensées discriminatoires. Mais enfin, les enfants mal élevés, ça existe. Hein. Ça existe plus que dans le temps, disons. Donc, si demain je suis Monsieur SNCF et je vous propose d'acheter un billet, même prix, mais dans un wagon No Kids, je ne le ferai pas parce que je trouve ça dégueulasse. Ok, très bien. Voilà. Allez. Alors, moi, j'ai pas du tout vu le sujet comme ça. D'accord. No Kids. J'adore parce que vous avez toujours un. C'est la référence, c'est la moitié d'une phrase qui s'appelle Double Income No Kids, qui s'appelait les DINK. Et les DINK, c'est la catégorie parfaite, c'est celle qui a le pouvoir d'achat le plus élevé, que ce soit d'ailleurs les gens qui ne veulent pas d'enfants ou parfaitement les couples homosexuels qui n'ont pas d'enfants. Double income, no kids. C'est les années 80-90 à New York. Et no kids, ça veut dire je ne veux pas d'enfants et nous n'aurons pas d'enfants. Et à ce titre, c'est pas du tout un sujet léger, c'est un sujet gravissime parce qu'il touche le cœur même de notre civilisation. Considérer qu'il est possible de dire qu'on ne veut pas d'enfants, par exemple, en Afrique, qui est le continent que je connais le mieux, c'est absolument inconcevable. Mais ça ne veut pas dire no kids dans ma vie. Ça veut dire je vais au restaurant, je vais être tranquille. Non. Je veux dans un hôtel sans enfants autour de la piscine. Kids, ça veut dire pas d'enfants. Oui, mais c'est les dinks. Écoute, si on développe ce mantra de no kids, c'est pas pour dire je veux pas d'enfants dans mon restaurant, c'est pour dire je ne veux pas d'enfants dans la société. Ça veut dire c'est un système de destruction sociale au même titre que l'avortement, mais enfin, au même titre que l'euthanasie, etc., que la destruction de la famille. C'est ça que ça veut dire. C'est le fond de la question. On va pas pousser no kids en disant attendez, hôtel sans enfants, restaurant sans enfants, ça tient pas la route. C'est pas des raisons écologiques. C'est pas une question de civilisation, sinon... L'homme, écoutez Barreau, vous connaissez tous Barreau un petit peu là. L'enfant, l'humain pollue. L'humain, la fonction de l'humain, c'est un pollueur par rapport au reste des espèces. Ça, c'est un constat qui... Non, mais ça c'est profond. C'est très profond. Et le no futur, la détestation de soi... C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ça, c'est vrai. Il y en a un qui a, j'ai envie de dire, qui a du bon sens. Ici. Alors, Claude Janvier, c'est quoi votre bon sens ? J'ai une autre approche parce qu'en réalité, moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'hôtellerie et la restauration. Très bien. Donc, je suis bien placé pour savoir quel est le problème posé par les enfants. En réalité, c'est pas les enfants le problème. Le problème, ce sont les parents. Oui. Parce que quand on gère un restaurant et que les parents qui viennent manger avec leurs bambins, moi, j'ai rien contre au départ. Le problème, c'est quand on le vit au quotidien, je finis par me dire, ça suffit. Ça suffit pourquoi ? Parce que les bambins, je les ai retrouvés dans la cuisine. Les bambins, on les trouve dans les pieds du serveur ou de la serveuse. Les bambins débranchent le fax ou le téléphone du restaurateur. Les bambins, les parents laissent tout faire dans les hôtels. J'ai géré un hôtel aussi avec mon épouse. Ils crayonnent sur les murs. Personne ne dit rien. Donc en réalité, le problème, c'est pas les enfants. Le problème, ce sont les parents. Et en plus, on se fait enguirlander par les parents quand nous, hôteliers ou restaurateurs, on finissait par aller voir. Moi, je finissais par aller voir les parents. Je leur dis, écoutez, vous êtes gentils, mais moi, je suis pas là pour faire la police. Je suis pas là pour faire la police de vos enfants. Oh, mais monsieur, ça ne va pas. Nani, nanana, nanana. Oh. Je vais dire, moi, je pense comme nous tous. Comment on résout ça ? Parce que est-ce que ça veut dire que tout simplement... On le résout mal, hein, parce que des horaires, c'est des journées kids, sous-entendu les autres journées sans enfants. Déjà, je pense que venir au restaurant, qui est un endroit où on a envie de se relaxer avec des petits, des tout petits, je pense que est-ce que c'est vraiment utile ? Moi, je sais pas, je serais parent de tout petits, je mets les petits en babysitting et je vais manger tranquillement dans le restaurant. Et en même temps, c'est une manière de les élever. Je vois pas.
je vois pas pourquoi imposer à un gamin qui, en plus, est en train de s'emmerder, passez-moi l'expression, dans un resto, parce qu'il suffit d'observer les enfants dans les restaurants. Mais ils s'enquiquinent au bout d'un moment, ils sont à table, ils sont là. Je vais vous dire, je me souviens de la première fois où je suis allé au restaurant avec mes parents. En tout cas, la première fois où j'en ai été conscient. Mais mes parents en ont fait un moment d'éducation en me disant, voilà, il y a des gens, tu vas pas pouvoir parler trop fort, faut que tu t'assieds là. Il y avait un certain nombre de limites qui m'ont été données. Mais les limites, aujourd'hui, elles n'existent plus. Moi, j'ai été suffisamment assez révolté. Je me rappelle très bien quand on a géré un grand hôtel avec mon épouse. Oui. Le matin au petit déjeuner, les parents, c'était un buffet, les parents laissent tout faire. Le gamin, il se prend le yaourt, il enlève l'opercule de yaourt, il le pose, il le mange pas. Les parents ne disent rien. Le gamin, il se sert de bol de céréales, il emplit le bol avec du lait, des céréales, il le touche à peine, il le pose. Le jambon, on prend, on le jette par terre. Les parents n'interviennent pas. Je dis pas tous les parents, je dis une bonne partie d'entre eux. Alors le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit... Mais il y a loin entre votre point de vue qui est circonstancié et basé sur l'expérimentation. Du réel. Et en fait, on a tous vécu ça. Hein. Moi, j'étais il y a quelques jours à une exposition à la Fondation Vuitton David Hockney. J'avais pris mes billets longtemps à l'avance. Et j'arrive, c'était Kids Day. Et donc, il y avait plein d'animations pour les enfants. Je peux vous assurer que ça n'a pas duré longtemps. Mais j'ai fait la gueule. Je me suis dit... dites donc, cette exposition où va y avoir, c'était un samedi après-midi, c'était un bon choix, où il y allait y avoir un monde fou, en plus il y aurait des enfants. En réalité, c'était extrêmement bien géré, mais c'était le jour fait pour les enfants. Mais moi je pense que le problème n'est pas les enfants, le problème ce sont les parents. Ok, il y en a un qui n'a pas parlé, qui a été très sage. Eh bien, Laurent Arthur Duplessis. Moi je voudrais prendre un angle démographique, c'est-à-dire que on sait qu'il y a une dépression démographique, un hiver démographique en Europe, aux États-Unis et en Chine et au Japon, en Asie nord-est, et en Corée surtout. En Corée particulièrement, on est d'accord, c'est dingue. Et même l'Afrique subsaharienne, qui est la plus dynamique démographiquement, même elle commence à faire ce qu'on appelle un arrondi, sa courbe démographique. C'est annoncé depuis quelques décennies déjà, normalement. Et ça commence à se préciser. Quant à l'Afrique du Nord, elle a carrément fait son arrondi. Elle est déjà, je crois, à peu près à 3 enfants par femme, alors qu'elle vient de 6 ou 7 par femme. Ce qui fait monter la démographie, aujourd'hui, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. C'est pas la natalité. Les gens confondent les deux. Ce que je veux dire, c'est que la population tunisienne continue à augmenter alors qu'elle ne renouvelle pas ses générations. Simplement parce que la population soigne mieux, quoi, bien sûr. Elle est mieux soignée. La Tunisie, mais pas l'Algérie. L'Algérie est une exception. Mais alors, ça montre que dès qu'il y a de la croissance économique et le développement de classes moyennes, la démographie commence à se tasser. C'est un phénomène mondial. Oui, tout à fait. Alors effectivement, No Kids, la croissance économique, c'est un peu No Kids. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les classes moyennes, les gens qui arrivent dans ces classes moyennes, ils veulent que les enfants fassent des études. Il vaut mieux avoir moins d'enfants pour pouvoir financer leurs études qu'en avoir 5, 6 ou 7 et avoir des difficultés. Et puis parce que les femmes travaillent et donc sont plus à la maison. Les femmes travaillent et sont occupées par le travail et plus par la maternité. Aussi bien pour fabriquer, 9 mois de travail intense pour fabriquer. Ça pèse sur une carrière. Ça pèse sur une carrière. Bien sûr. Et après, s'en occuper. Parce qu'il y a sinon le problème des gardes d'enfants, des crèches, etc. Donc tout l'appareillage économique de croissance mondiale, c'est No Kids, d'une certaine façon. Et donc ce phénomène, qui est quand même réel, même s'il est pour le moment assez marginal, mais que moi je peux y succomber. Demain, si je vais au restaurant et que si on me donne le choix, j'essaye de penser en direct, si on me donne le choix, monsieur, vous pouvez venir ce soir, mais sachez qu'il va y avoir des enfants, ou si vous venez demain, il n'y aura que des adultes, qu'est-ce que je vais choisir ? Mais vous voyez, c'est juste un épiphénomène. Je fais ce choix-là. Je n'ai pas le sentiment de faire un choix démographique. Vous voyez, je n'ai pas un sentiment de faire un choix de société. Il y a une approche légère. C'est une opportunité. Un peu superficielle, qui est celle de l'éducation. Et puis, le problème profond, il a été dit, il est démographique. Et ça, il y a une haine de soi, une haine de tout ce qui est de nos futurs. Ça, c'est le problème de fond de l'Europe d'abord.
Pour moi, c'est ça qui compte. Enfin, également, comme il a été dit, également des pays développés de l'Orient, malheureusement. Bon, ça c'est dramatique. Et la bombe démographique, c'est une bombe à l'envers maintenant. C'est ça, hein. C'est ça. Je vais te dire. Bien sûr. Le problème qu'on a, nous, dans nos sociétés, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ça, c'est pas une question de comportement, c'est une question de principe. C'est d'avoir remplacé le principe de la sexualité reproductive. Oui. Je rappelle que les organes s'appellent reproducteurs, on s'appelle génitaux, on s'appelle pas sexuels. Oui. Le principe de la sexualité reproductive par la sexualité que j'appelle récréative. Sexualité récréative, de quelque sorte que ce soit. Oui. Et si tu remplaces le principe de l'un par le principe de l'autre, en fait, tu tues la société. Parce que tu sépares le principe de responsabilité avec le principe de plaisir. C'est exactement comme si, à un moment donné, le gouvernement disait, écoutez, on est assez riche, donc maintenant, tout ce que vous consommerez dans les restaurants, tout ce que vous achèterez comme alimentaire, la sécurité sociale vous le rembourse. 2 générations après, il n'y a plus que des obèses et des gens qui ont le diabète. Et 4 générations après, tout le monde est mort. Mais parce que tu as séparé un principe de plaisir et un principe de responsabilité. François, vous entendez bien. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, mais d'abord, c'est un mouvement de la société, parce que depuis très très longtemps, les préservatifs sont apparus au Moyen-Âge. Hein. La méthode Ogino et tout ça, c'est... mortel. Oui, mais quand vous dites ça, tout simplement toutes les femmes se tournent vers vous en disant « Mais qui est cet Olybrius qui veut m'obliger à contrôler en permanence ma sexualité pour ne pas avoir d'enfants, alors que j'ai gagné le droit maintenant de choisir si oui ou non je fais des enfants ». C'est une folie. Il y a une différence entre le principe qui doit être celui qui sous-tend la société, qui consiste à dire nous avons impérativement besoin d'enfants pour soutenir notre société, sinon nous sommes morts. Et le comportement individuel qui peut être libre. On n'est pas dans une société totalitaire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on affirme comme principe un principe qui, à terme, nous tue. C'est ça le problème que nous avons. Voilà, c'est très simple. Le problème est là. Je crois qu'il faut évoquer à ce stade de la conversation l'arrivée imminente et massive des robots humanoïdes et dans les usines et dans les foyers, bien sûr. Et partout. Absolument. Mais on voit ça au Japon. Hein. Oui. On voit ça au Japon. Les Japon, c'est une population de gens très vieillissants. Ils ont un choix qui s'offre à nous en Europe. Pas d'immigration. Oui. Donc, on reste entre Japonais. C'est une vieille histoire japonaise. Et donc, on va mettre à la place des robots. Par exemple, Tesla veut mettre en fabrication son robot Optimus, qui maintenant est couplé avec l'intelligence artificielle et apprend en regardant un cuisinier travailler ou un bûcheron couper du bois, il apprend et il imite. Et ces robots Optimus vont être produits à 100 000 exemplaires par an au début et devenir un marché à grande échelle. Bien sûr. Et qui vont assurer de plus en plus le travail humain. Se substituer à l'homme dans le travail. C'est quelque chose de fondamental dont personne ne parle jamais dans la classe politique, ou presque pas, parce que ça dérange profondément. Bien sûr. Ça remet en cause... C'est une des choses les plus inquiétantes. Ça remet en cause le dogme que c'est les immigrés qui vont payer les retraites des générations à venir, mais non, c'est les robots qui vont payer les retraites, ce sont les immigrés. Une idée folle, qui est celle qui consiste à penser de la part de l'hyperclasse que là, la Terre est trop peuplée, pas avec soi, mais avec les pauvres, et que si on faisait disparaître les pauvres, les nécessiteux, les enfants, les malades, etc., la Terre on serait beaucoup plus heureux sur la Terre parce qu'on serait un petit groupe de riches. Il y a toujours cette idée derrière. Mais on n'en est pas là. Derrière ce no kids, c'est ça, etc. Et la robotisation va bouleverser toutes les données économiques. Ça, c'est une certitude. Je crois qu'il y a quand même, au fond, il faut prononcer le mot haine de soi. La haine de soi. Moi, j'ai longtemps pensé... Mais l'hédonisme de François Martin, c'est le contraire de la haine de soi, l'hédonisme. Pardon, avoir du plaisir dans la vie, c'est pas la haine de soi. Ça coexiste très bien. Oui, bien sûr. Ça serait un des paradoxes. L'hédonisme et la haine de soi, au contraire, c'est très complémentaire. Vous savez quoi ? C'est une responsabilité, parce qu'on a déjà dépassé, donc...
Non, la haine de soi, moi j'ai cru longtemps que c'était une exclusivité européenne qui était liée aux deux guerres mondiales, à la fin malheureuse, catastrophique, y compris pour les vainqueurs des deux guerres mondiales. J'ai cru que c'était... Mais consolation formidable, on n'est pas les seuls à crever. Il y en a d'autres avec nous. Formidable. Bon, alors écoutez, c'est formidable parce que c'est une catastrophe cette émission. J'étais absolument persuadé. Bonnes vacances. Ah oui, bonnes vacances. Voilà, c'est ça. J'avais choisi un sujet léger, No Kids, et je me retrouve avec des prophètes de l'apocalypse. Ok. Quand tu as choisi ce sujet, je me suis dit, la légèreté. Oui, j'ai rien dit. Je t'ai dit d'accord. C'est toi qui as commencé les sujets graves là. On serait resté. Absolument. On aurait pu flotter légèrement. Sur les plages. Les seins nus sur les plages. Non, mais je suis sûr que vous m'auriez trouvé autre chose. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission avec deux parties chacun. L'événement le plus important de 2025 et des recommandations de lecture. C'est Laurent qui va commencer. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Allez, rebonjour. Dernière partie de cette dernière émission avant celle de septembre. Donc, on va avoir 6 semaines sans TV sans Tête à Clash, pardon. Laurent, alors, l'événement pour vous le plus important de l'année 25? Ça a été début avril quand Donald Trump a fait des annonces cosmiques sur des élévations de taux de douane. Oui. Et qu'à ce moment-là, il y a eu un affolement sur le marché obligataire où des détenteurs d'obligations américaines, chinois, japonais et autres, se sont mis à vendre et on a commencé à voir donc les rendements des taux des obligations monter, puisque moins les obligations plaisent, plus il faut augmenter les taux d'intérêt pour attirer le chaland. Hein. Oui. Or, l'obligation, c'est le moyen qu'ont les États-Unis les États de se refinancer. Pour se financer. C'est-à-dire qu'on a s'acheminé vers un krach obligataire, c'est les krachs les plus graves et qui s'étendent à tous les autres secteurs financiers après. Trump, au dernier moment, a stoppé ça en faisant marche arrière sur les taux d'intérêt et a ainsi arrêté la marche vers un krach obligataire monumental. Pour autant, vous pensez que cette menace est toujours... Oui, parce que les taux obligataires sont quand même un peu élevés. Le marché obligataire est nerveux. Et en fait, le climat que notre gorille Trump met en secouant la cabane violemment, eh bien, c'est qu'il risque de l'écrouler, la cabane. Oui. Parce que, justement, il y a un climat d'incertitude sur l'avenir, sur les taux. Il y a un climat d'instabilité générale. C'est jamais très bon pour les marchés financiers, ça. Et on voit que on est à la merci d'une nouvelle crise obligataire. Oui. Et on vit dangereusement. OK. Merci beaucoup pour cet événement. Et alors, on va essayer de trouver un angle un peu... on va dire culturel pour une bonne lecture pour les vacances. Ah oui, mais alors je suis un malade obsessionnel parce que je vais vous parler du livre de Zbigniew Brzezinski, paru en 1997. De mémoire, c'est le secrétaire d'État de Carter, non ? Et qui avait, ça remonte, hein. Et qui avait brillamment théorisé que pour que l'Amérique garde son impérium, il fallait qu'elle contrôle l'Eurasie. Et pour contrôler l'Eurasie, il fallait notamment qu'elle contrôle l'Ukraine, pour avoir barre sur la Russie. Okay. Et si on est dans la merde maintenant, c'est à cause des Américains. D'accord. Et subsidiairement de leurs esclaves européens. Pour autant, vous pensez que c'est un livre intéressant. Pourquoi, finalement ? Bien parce que ça explique ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Les causes causantes. Il y a des causes causantes, et les causes causantes, c'est l'Empire américain qui a voulu séparer ces jobards européens de la Russie et les garder sous sa coupe à lui, Empire américain. Et l'Empire américain voulait surtout pas une jonction entre 450 millions d'Européens à haut coefficient de capital et d'éducation et 17 millions de kilomètres carrés de territoire russe bourré de matières premières. Ouais. Ça aurait fait un ensemble surplombant par rapport à l'économie américaine et il n'y aurait plus eu d'empire américain. Et le dollar aurait fini par perdre son rôle de monnaie de réserve. Ouais, et c'est l'euro qui l'aurait eu, ce rôle. C'est peut-être en train de se passer malgré tout entre les BRICS et l'euro. Hein. OK, merci beaucoup.
C'est pas une recommandation ultra festive quand même pour les vacances. Hein. Allez, Jacques-Georges, qu'est-ce que vous avez à nous recommander? D'abord, l'événement pour vous le plus important en 2025. C'est la suite de ce qui vient d'être dit d'ailleurs de façon générale. Ce qui est dit aujourd'hui ici, c'est le 5 novembre 2024. Il s'est produit quelque chose qui n'était pas prévu, en tout cas pas souhaité. C'est le gorille qui a été élu. Voilà. Alors ça a surpris tous ceux qui lisaient Le Monde ou écoutaient TF1, mais ça a eu lieu. Ouais. Et ça a changé tellement de choses. Ça continue à changer tellement de choses. Ça a créé tellement d'incertitudes dans tous les domaines. Oui. Que c'est quand même évidemment l'événement majeur de l'année pour moi, parce que ça gouverne, je dirais, presque tout le reste. D'accord. Ok. Pour le moment, ça a évolué dans un certain sens, pas prévu d'ailleurs, pas toujours prévu. Pas toujours, non. Pas toujours, en tout cas pas très favorable pour l'Europe, mais ça c'était prévisible. Mais on va encore en parler pendant longtemps. Ça va être l'événement non seulement de l'année, mais même peut-être encore un peu plus loin. Les répercussions de l'élection de Trump. Oui, on pourrait développer beaucoup. Hein, naturellement, il y a l'aspect financier. Moi, quand je regarde les chiffres objectifs de l'économie américaine, le PIB américain, c'est de l'ordre de, je dis bien en ordre de grandeur, hein, c'est de l'ordre de 28 000 milliards de dollars. Voilà. En ordre de grandeur. Hein. Et le déficit public américain, c'est toujours 10 fois la France. C'est bien simple. Donc, le déficit public américain, je ne sais plus... c'est 33 000 milliards. 23 000 milliards. 33 000. 33 000, ok. 33 000 milliards. Voilà. Oui. Donc, il a pris une situation qui est tellement dégradée, tellement en profondeur. Mais qui se dégrade lui-même en rajoutant de la dette. Hein. Qui vient de surprendre tout le monde quand même en rajoutant. Parce qu'il s'est aperçu, je vais faire des économies, mais ça marche pas. Ou alors c'est la révolution, c'est pas possible. Personne aujourd'hui, aucun dirigeant gouvernemental occidental n'est capable d'affronter le problème de la dette. Okay. C'est pas possible. Super. Ok, on s'arrête là. Et maintenant, votre recommandation de lecture. Je sais que vous avez un livre très intéressant, là qui m'intrigue. Alors, je sais pas où il faut, de quel côté. Non, il va être mis en incrustation. Alors, c'est un hasard. Je l'ai acheté presque par hasard, ce livre, parce que ça fait des dizaines d'années que je lis sur Nietzsche et Wagner. Ce sont des sujets, et Cosima, la fille de Liszt. Ça m'intéresse depuis toujours. Alors, j'ai trouvé ce livre qui s'appelle, de Guy Bollet. Vous connaissez pas ce nom. Ça s'appelle « À ma sœur et unique ». C'est un livre sur Lisbeth, la sœur de Nietzsche, qui est traitée très très mal par cet auteur, qui la déteste, qui la vomit, mais qui a un talent d'écrivain que je trouvais absolument extraordinaire. J'admire Guy Bollet, je ne connais pas, mais je ne l'aime pas parce qu'il prend des options qui sont exactement l'inverse des miennes. Enfin, est-ce qu'en 10 secondes, vous pouvez me dire les rapports entre Nietzsche, pourquoi pour vous Nietzsche et Wagner sont deux personnes importantes? Là, non, il faut beaucoup plus. Il faut c'est un peu les contraintes. Non, mais je vais vous dire quand même. Nietzsche, il est né en 1844. Résumez-moi la Bible. Nietzsche, il est né en 1844, il est mort en 1900. Ok. Mais il était mort, en fait, 11 ans avant, il était mort, on peut citer même le jour exact. C'est je sais plus où j'ai noté ça, mais enfin, il est mort 11 ans avant sa mort. Il est devenu fou, disons, à Turin. Il a syphilis. Voilà. Oui. Oui, entre autres. À mon avis, il y avait l'hérédité, une très forte hérédité. Son père était mort à 30 et quelques années d'un ramollissement du cerveau. Hein. Donc, donc ça, c'est bon, mais on raconte finalement, Nietzsche a commencé à être célèbre au début pendant 40 ans, plus de 40 ans, il écrivait pour personne. Tout le monde se foutait, comme on disait, l'océan. Nietzsche n'était qu'un ruisselet. Et Nietzsche a commencé à exister à partir du moment où il a disparu. C'est-à-dire, à partir du moment où il est devenu fou, c'est un hasard. Il a été repris par sa sœur, qui est traitée comme la dernière des dernières. En fait, c'est elle qui a fait la réputation de Nietzsche. Elle avait le génie de la communier. Bon. Écoutez, c'est très mystérieux. Et malheureusement, elle était un petit peu... Rappelez le titre du bouquin. Elle était un petit peu pré-nazie, alors voilà, ça, c'était pas bon. Bah oui, Wagner aussi. Oui. Et Cosima encore plus. Oui. Et donc, le titre du bouquin ? Ça s'appelle « À ma sœur et unique ». J'ajoute quand même une seconde. Je suis allé, la semaine dernière,
sur place, à Tribschen et à Wesendonck, 2 villas qui ont été occupées par Wagner, par Cosima et visitées par Nietzsche très souvent. Ouais. Et si j'avais le temps, je vous raconterais, parce que ce que j'ai vu, c'est pas piquer des verres. Enfin. Formidable, formidable. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Claude Janvier et François Martin, vous n'avez plus le temps puisque tout a été mangé par... Non, je plaisante. Oh. Allez, quand même. Votre événement le plus important. Eh bien, évidemment, c'est l'élection, enfin l'intronisation de Donald Trump. Hein. L'intronisation, c'est janvier, ça? Oui, en janvier 2025. Mais de toute façon, on était sur le... C'est vrai, il était hors sujet, vous avez raison, il était hors sujet, voilà. Georges. Hein. Merci beaucoup de le souligner. on peut toujours compter sur ses petits copains pour être dénoncé à la police. Désolé. Mais bon, alors ceci dit, oui, effectivement, à la place d'un Joe Biden qui, de toute façon, ne savait plus où il en était, c'est fou, hein. les innombrables bourdes qu'il a commis, en... C'est drôle parce que pour moi, c'est presque l'événement le plus important. Ah oui, c'est que ça a été dit, que tout le monde l'a écarté, qu'on avait sous les yeux un vieux monsieur qui était vraiment, qui perdait la tête, soyons clairs, et qu'il a été maintenu en candidature très très tard. Absolument. C'est extravagant. Absolument. Donc c'est vrai que tout d'un coup ça a bouleversé un petit peu tout, d'autant plus qu'il a été élu avec une majorité absolue. Il a eu Trump. Ce qui n'était pas le cas de la première élection. Ce n'était pas le cas du tout de sa première élection. Alors après, le temps est compté pour un président américain, puisque comme on le sait, c'est 4 ans, et avec des élections à mi-mandat de 2 ans. Donc c'est pour ça que les présidents américains, je dirais presque, mettent le turbo pour enclencher ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est pour ça que je crois que Donald Trump a écrit plus de 600 décrets-lois en l'espace de quelques temps. Ça a été quand même, c'est un record. Alors les points forts de Trump, eh bien, il a donné un grand coup de pied avec Elon Musk dans le financement de l'USAID, ce qui a permis de mettre à jour que cette USAID finançait des ONG peut-être certes louables, mais pas toutes, puisqu'il y avait beaucoup d'argent de l'USAID. Mais aussi la pauvreté aux États-Unis. Hein. Oui, mais... Pauvreté qui est grande. Hein. Mais bien sûr, absolument. Oui. On a découvert des choses... mais donc voilà, donc il a mis un coup de pied là-dedans. C'est vrai qu'il a une position anti-woke et ce lobby exagéré LGBTQ+. À côté de ça, bon, évidemment, c'est un cow-boy. Il est arrivé, il a dit, bon, moi, je vais mettre... Non, c'est un gorille ou c'est un cow-boy. Mais dans tous les cas, il secoue le système. Hein. Il secoue le système. Il a dit, effectivement, quand il est arrivé, en 24 heures, je vais terminer cette guerre en Ukraine. Bon, bien évidemment, c'est un peu plus difficile. Mais bon, en tout cas, force est de constater que... Je vous écoute. C'est pour vous l'événement saillant de 2025. Oui. Votre conseil culturel, s'il vous plaît. Alors, le conseil culturel. Alors, le conseil culturel, eh bien, on va sortir de la politique et on va se plonger dans le domaine de l'esprit avec une magnifique bande dessinée de Philippe Guillemont, qui est un physicien. Guillemont, qui est un physicien assez réputé, et de Benoît Flamec, qui est un illustrateur. Et ils ont écrit ensemble une magnifique BD qui s'appelle Le Pic de l'Esprit, aux éditions... Le Pic de l'Esprit. Comme Pic de la Mirandole, comme un pic, une montagne. Aux éditions Guy Trédaniel. Et en gros, pour faire court, c'est une randonnée initiatique dans le territoire de la pensée. C'est comment la pensée peut influer évidemment le corps, puisqu'en fait, une pensée, un esprit sain dans un corps sain. Donc lui, il est en train de démontrer effectivement avec la physique quantique, il faut s'intéresser un peu au domaine de la physique quantique. Et c'est accessible cette BD. C'est complètement accessible, c'est-à-dire que même le profane, qui n'y connaît absolument rien, peut lire cette BD. Parce qu'en fait, au travers de cette BD, une personne va apprendre à surmonter ses peurs, à aller de l'avant, à se dire que oui, il peut surmonter ce qui lui fait peur, il peut aussi mettre des postulats pour le futur, et donc faire en sorte, parce qu'en réalité, il démontre que le futur, en fait, dépend de soi-même. C'est-à-dire que nous, chaque personne crée son propre futur. C'est-à-dire, suivant la direction qu'une personne prend, elle va créer son propre futur. Fantastique. Et ça, c'est vraiment magnifique. Rappelez le titre de ce livre. Le Pic de l'Esprit. Philippe Guillemont, Benoît Flamec, édition Guy Trédaniel. Une lecture, franchement, pour l'été et pas que pour l'été. Magnifique. Je vais vous dire, je vais me l'offrir pour cet été. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. François Martin, alors, l'événement pour vous important, ou le plus important de 2025 ? L'accord sur la Nouvelle-Calédonie, pour moi. Accord qui est tout frais, on enregistre 4 jours après l'accord de samedi. J'ai été sidéré de voir que tout le monde a l'air d'être soulagé par le fait qu'on a trouvé une solution. On n'a pas trouvé une solution, on a créé un problème pour les 50 prochaines années. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a donné à un territoire d'outre-mer le titre d'État
après lui donner son drapeau, qui au passage d'ailleurs est pas un drapeau caldoche, ni qui est un drapeau kanak. Pourquoi kanak? Comme s'il n'y avait pas de caldoche dans ce pays, avec sa propre monnaie, avec son armée et avec sa police. Et pour autant, c'est un accord qu'ont signé les caldoches sur place. Donc ça doit leur convenir, non? Parce que non, je pense qu'on les a achetés ou qu'ils ont eu peur, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, on crée un État dans un État. C'est un objet... Non, c'est un objet politique non identifié, mais qui va devenir identifié très vite, parce que on va voir que les Kanaks vont commencer à dire les Blancs dehors, etc. Et puis, derrière, il y a ou les Chinois, ou les Américains, ou les... en l'espèce, c'est les Chinois qui vont venir payer, qui vont venir payer. Les Russes, non, parce que les Russes, ils sont pas dans la région. Mais je veux dire, ça n'a pas vocation à rester... C'est une construction totalement bancale. Pour vous, on rentre... Le bout, c'est quoi? C'est l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est le détachement de la République. Je me dis, dans 10 ans, moi, j'exige mon État. Lorsque j'ai dit ça sur une autre chaîne, dans les commentaires, j'ai eu tout de suite quelqu'un qui a dit, moi, je suis corse, j'exige mon État. J'étais en Espagne il y a quelques jours, et en discutant avec les Catalans espagnols, des Catalans espagnols indépendantistes, ils me disent, nous, on veut la Catalogne du Nord. On veut parce que pour eux, le Roussillon, ils appellent ça la Catalogne du Nord. Bien sûr. Ils veulent déjà leur État. Bien sûr. Voilà. Donc, on a créé les conditions de la destruction totale de la France. Il y a 15 départements et territoires d'outre-mer, ou 18, je ne sais pas. On a aujourd'hui, non pas la deuxième, mais semble-t-il, la première zone économique exclusive du monde, avec un ensemble de ressources incommensurables que nous n'avons même pas exploré, dont nous n'avons même pas... Vous parlez de la France, la France, grâce à tous ces territoires. Dans cet accord, il y a le verre dans le fruit pour finir tout ça. Et je peux vous dire que le jour, même si notre système politique est totalement en capilotade, on nous respecte parce qu'on est membre du Conseil de sécurité, parce qu'on a la bombe atomique et parce qu'on a une dimension mondiale maritime. Et le jour où on perd la dimension maritime, ce jour-là, on nous dira, écoutez, chers amis, le Conseil de sécurité, non, il n'y avait pas plus besoin. Bien sûr. Surtout si vous avez une arme atomique et que vous maîtrisez même pas l'hypersonique, c'est-à-dire que n'importe quel hypersonique peut vous détruire vos missiles. Donc pour moi, c'est la mort de la France qui a été actée par ce système et qui était déjà actée depuis Rocard. Je rappelle qu'on a 1 minute 30. Depuis Rocard, puisqu'il y a eu 6 référendums où chaque fois, les populations kanak, pas caldoche, mais kanak, ont voté pour rester en France. Parce qu'elles savent très bien que le jour où elles sont sous la coupe de leur chef, elles seront ratiboisées par les Chinois, les Indiens. Ok, merci beaucoup. C'est gravissime. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de signaler ce point. Votre recommandation de lecture ou culturelle? Lecture, je pense. Les livres de Marlex. Celui qui a été écrit en 2021, je crois, que je n'ai pas trouvé. Donc Olivier Marlex, député LR, et qui vient de se suicider. Soi-disant suicidé ou supposément suicidé, parce que ça fait quand même beaucoup de suicidés si vous comptez. Les deux personnes qui avaient alimenté Marlex les réacteurs atomiques. Les deux personnes de la DGSE, le dernier bouquin qu'il a écrit, c'était à quel sujet? 2021, qui s'appelait Les Liquidateurs. Où il explique l'affaire... l'affaire Alstom et l'implication totale de l'actuel président de la République qui dit qu'il n'est pas au courant et il démontre qu'il est au courant. Donc je l'ai voulu l'acheter, je l'ai pas trouvé. Donc où il est épuisé, où on l'a sorti, etc. Et le prochain que j'espère Robert Laffont aura le courage de publier. Non, Robert Laffont a dit qu'il ne publierait pas. Ah bon? Ils ont déjà répondu. Qu'il n'est pas prêt. Voilà. Bon. Non, il est archi prêt. Il est archi prêt. Mais c'est pas le problème. D'accord. C'est pas ça. Non, mais il y aura un autre éditeur qui va se... Et courageux. Le président courageux. Le président de Robert Laffont ne veut pas être obligé de se suicider. Oui. C'est ça. Ok, allez. Une salle de bain, c'est dangereux. Allez, merci beaucoup, messieurs.
Nous sommes un peu loin de la légèreté que j'espérais. Oui, c'est pas une émission légère. Et pourtant, moi, j'avais plein de feux d'artifice dans la besace, mais comme on a bien dépassé, je ne vais pas les faire éclater. Les seins nus, absolument. Allez, rendez-vous fin août, début septembre pour la prochaine émission. En attendant, nous vous souhaitons collectivement un très bel été. Messieurs, je vous souhaite un très bel été. Profitez-en, profitez des belles lectures recommandées. J'ai une BD et un livre pour moi. Merci.